va bien. Oui. Joël est un des rares bottiers qui pratique encore le sur-mesure. C'est de la haute couture dans le cuir, quoi. Bah tout à fait, ça c'est vraiment de la haute couture dans le cuir. Il défend la beauté du geste qu'il souhaite transmettre aujourd'hui. Marc est distillateur. Il nous confiera quelques secrets alambiqués au cœur de la plus vieille distillerie artisanale de la région. Pour commencer, on rejoint l'école militaire de Saumur qui s'étend sur 42 hectares, soit pas moins de 30% de la surface de la ville. Fondée en 1814 par Louis XVIII pour être l'école d'instruction des troupes à cheval, elle accueille entre autres aujourd'hui l'école de cavalerie, devenue le fleuron de la formation des équipages de chars, reconnue internationalement. On peut dire qu'ici, on est vraiment dans le sérail de la formation au Charles Leclerc à Saumur. C'est ça. Nous, donc, avec mon équipe de 10 instructeurs, nous assurons la formation de l'ensemble de nos stagiaires au profit donc de soit la division des sous-officiers ou au profit de ce que nous appelons la division d'application des lieutenants. Et là, nous allons les former du niveau chef de char pour les emmener jusqu'au niveau chef de peloton. Et ça, c'est sous votre commandement à vous. On peut dire que depuis 1995 à peu près, vous connaissez tout ou presque du Charles Leclerc. Hein. J'ai eu la chance de servir le Charles Leclerc du chef de char jusqu'à chef de peloton. J'ai été maître de tir, donc déjà une première phase d'instruction. Et je pense qu'à un moment, quand on a eu la chance d'acquérir des savoirs, il faut les transmettre. Et je pense que c'est véritablement le cœur de l'instruction. Travail d'équipe aussi, parce que bon, c'est un engin qui n'est pas très grand, mais on est quoi, 2, 3, ce binôme Nous sommes trois. Nous sommes trois à l'intérieur du char, un pilote, un tireur et un chef de char. Qui commande? Le chef de char, voilà, qui sera soit sous-officier, soit officier. Il aura ensuite sous ses ordres 2 engagés, pour pilote et un pour tireur. Et donc à qui il va donner des ordres, il va participer à leur formation. Je dirais qu'ils vont parfois même s'instruire ensemble, puisque certains sont parfois plus anciens. Moi, à titre personnel, j'avais un tireur qui était beaucoup plus âgé que moi et il m'a beaucoup apporté. On est vraiment dans l'échange, parce qu'il y a des savoir-faire qui ne peuvent s'acquérir qu'au cours de l'entraînement et non plus de la formation. Le temps d'enfiler la combinaison qui s'impose et ma formation peut commencer. Vous m'emmenez où là, capitaine, alors? Donc là, je vais vous emmener à l'entraîneur de technique de tourelle, qui est le premier simulateur que vont rencontrer les stagiaires. Il va nous permettre l'apprentissage des savoir-faire de base nécessaires à l'apprentissage et à l'utilisation du Charles Leclerc. Ça, c'est la première prise en main du stagiaire avec ce qui va être finalement sa formation pendant des semaines, non? C'est ça. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passera, en tout cas pour ce qui est de la restitution des savoir-faire qu'il aura appris en cours. Et le premier élément qu'il va apprendre à savoir mettre en œuvre, c'est le palonnier, qui va permettre de piloter la tourelle ou le viseur pour le chef de char. Nous, on appellerait ça un joystick dans le civil. C'est exactement la même chose, même bouton, autant de fonctionnalités, mais pour nous, c'est un palonnier, c'est ce qui va permettre de pouvoir tourner la tourelle. Le Charles Leclerc va être capable de prendre en compte la distance, il va prendre également en compte la vitesse du vent, il va prendre sa vitesse de déplacement, puisque le Charles Leclerc peut tirer en roulant, la vitesse de déplacement de l'objectif. D'accord, voilà. Donc c'est vraiment un travail aussi entre le char, la machine et l'humain alors. C'est cela. C'est on ne va pas dire un échange, mais en tout cas, le tireur va chercher à donner un maximum d'éléments en étant toujours le mieux pointé possible sur son objectif, ce qui va permettre au char d'apprendre et de restituer des éléments pour rechercher la plus grande probabilité d'atteinte. Voilà. Néanmoins, si le tireur n'est pas bon, il n'y aura pas de but. C'est moi le stagiaire du jour. Hein. C'est ça. Alors on y va. Et ça dure combien de temps cette formation normalement? La formation des tireurs réalisée normalement en 4 semaines. D'accord. Et Bon, nous les emmenons en tir. Là, on va avoir quelques secondes pour que je me forme à un truc qui dure 4 semaines. Hein. C'est cela. Voilà. Ce que je vous propose, c'est d'embarquer. Étant donné que le Charles Leclerc tire en roulant, Bonjour. eh bien, tu nous es fait rejoindre par un pilote qui pilotera donc le Charles Leclerc pendant que vous et moi serons en tourelle en train de détruire les objectifs qui seront face à nous. Bon. Donc je vous propose de reprendre votre place au poste tireur. Voilà, je vous connecterai la radio, j'embarquerai au poste chef et puis on commencera le déroulement de l'exercice. Ça veut dire que je monte à l'échelle et je descends Voilà, dans vous le... montez à l'échelle et vous descendez par... Par le tout petit trou. C'est cela. Et je vous rejoins de l'autre côté. Ça marche. Bon, je vais tout dire. Ok, je vais venir vous libérer. Attendez. On est sorti vivant.
On a pris quelques coups. Ouais, hein, on a pris quelques coups quand même. Hein. Mais bon. Allez, démonstration grandeur nature dans le véritable char Leclerc de 3e génération qui est devenu l'unique char de combat des forces blindées françaises. Une exception française avec ses 1500 chevaux pour 57 tonnes, capable de tirer à grande vitesse quelle que soit la position de sa tourelle. Direction le musée des blindés pour tourner quelques pages d'histoire, puisque l'on fête déjà les 100 ans du premier char français. Créé en 1977, il regroupe aujourd'hui 800 blindés avec des pièces de la Deuxième Guerre mondiale, collectées dès 1950 et qui constituent la plus importante collection dans le monde. Ici, 200 chars sont même en état de rouler grâce au miracle de restauration d'une équipe de mécaniciens et de bénévoles passionnés. Bonjour Alexandre. Hein. Bonjour. C'est la bête du jour. Hein. C'est le chantier du jour. C'est Hein. le chantier du jour. Il y a combien d'heures de travail pour remettre ces véhicules en état? Vous allez me dire, ça dépend un peu de... Voilà, ça va dépendre l'État. de l'État. Ça peut aller d'une semaine ou deux juste pour une remise en route simple à 2-3 ans de travail pour ceux qui sont abîmés les plus sévères. Il y en a qui vont poser problème. Hein. Vous avez des souvenirs là-dessus? Tout se pose un petit peu de problème, mais bon, on a des chars, on avait des chars de 1940 français où il manquait des pièces et comme c'est des chars qui ont été faits à des toutes petites séries, pour retrouver les pièces, c'est vraiment très compliqué. Donc après, il faut, par intermédiaire de réseaux, de fondations, d'essayer de trouver des endroits où on peut trouver ces pièces-là, ou si la pièce, on ne la trouve pas, tenter de la refabriquer carrément à l'unité. Carrément. Ouais. Parce que celui-ci est anglais, j'ai aperçu d'autres pièces Voilà, qui sont donc, peut-être pas forcément de... Le char à côté qui, du lui, même qui est pays plus d'origine, sur hein. juste refaire une beauté et puis un petit redémarrage. Il a belle Lui, allure déjà. Lui. Il commence à avoir meilleure allure que ce qu'il a été. Lui, c'est un char américain, donc date des années du Vietnam, un M113. Bon, c'était pas super grand confort quand même non plus, hein, quand on regarde à l'intérieur. On a connu plus confort comme bus. On a connu plus confortable. C'est pas une des notions pour les militaires qui est la plus importante, le confort. Non, hein, voilà. j'ai l'impression. Ouais. Non, Là, c'est pas gagné. Hein. Là, c'est les plus gros chantiers qu'on ait à faire, c'est-à-dire qu'on part d'un véhicule et on le démonte complètement pour pouvoir le refaire vraiment depuis le début, parce qu'il y avait plein de petits problèmes partout. Là, c'est les chantiers les plus lourds, donc ça va nécessiter beaucoup plus de temps. Et lui, c'est quoi son histoire alors? Alors D'où ça, vient-il, c'est les petits chars français qui étaient des campagnes de 1940. Quand vous travaillez sur une pièce comme celle-ci, est-ce que par moment vous réfléchissez effectivement à ce qui a été sa vie auparavant? Alors oui, Ça a du sens? ça a du sens parce que, comme je disais, on est là pour sauvegarder du patrimoine. Le patrimoine, il est physique au point de vue du véhicule, mais il est aussi historique. Ces véhicules ont servi, par exemple pour ceux-là, à défendre notre pays. Ils ont aussi une vie au point de vue des humains qui étaient dedans. Il y a des hommes qui ont combattu, qui ont servi dans ces véhicules-là. Donc c'est un tout. C'est quoi votre partie préférée quand vous êtes sur la réparation d'un véhicule comme ça? Alors, la partie préférée, ça sera plutôt le moteur. Ah ouais. Voilà, parce que c'est le Genre cœur, ça, là. genre celui-ci, voilà. C'est le cœur du véhicule, on va dire. C'est sûr. Donc, M'excusez, hein, je m'essuie les mains. Il n'y a pas de problème. c'est quand même l'élément primordial Ouais. d'un véhicule. Le truc, il pèse combien de kilos, ça? Là, on va se retrouver dans les 300 à 400 kilos. Et là, il y a écrit quoi? Solex. Ça prend juste un tout petit peu plus de place, celui-ci. Ça prend un petit peu plus de place, par contre, ça a quand même nettement plus de puissance qu'un petit Solex. Je ne me mettrai pas dessus hein, sur celui-là. Celui-ci, il est coco, mais alors c'est un char individuel? On ne peut pas monter à beaucoup là-dedans quand même. Alors là, il y a 2 personnes à bord. Là-dedans? Le conducteur est assis devant, Ouais. directement sur la caisse, Ah, et l'autre est debout derrière. et le chef de char est debout. Ouais. Il a l'air assez vintage, non? Voilà, donc là, on est sur le premier char de combat français,
de conception 1917, qui a participé aux premières attaques vers janvier 1918. Donc vraiment fait pour accompagner l'infanterie, pour protéger et briser le front pour que l'infanterie derrière puisse suivre. Et lui, il fonctionne. Hein. Et lui, il fonctionne. Il a 100 ans, il fonctionne. Et comment il se démarre? Il se démarre d'une façon qu'on a un peu oubliée de nos jours, c'est-à-dire à la manivelle. Ça, c'est sûrement un moment agréable, non? Oui, Ouais. rouler avec les véhicules, Bah oui. c'est l'ultime du... C'est la fin du travail en fin de compte. Donc c'est vraiment le moment, qui récompense tout le travail qu'on a pu effectuer derrière. Bah, je vous laisse monter tout seul, hein, parce que D'accord. c'est pas que j'en ai pas l'envie. On quitte la cavalerie blindée pour rejoindre un club d'équitation situé à l'abri d'un petit cocon de verdure. Ici, des cavalières partagent leur passion pour le cheval en pratiquant un sport plein de rebondissements. Équitation, et dans le club dans lequel ils montaient, ils ont monté une équipe de horseball et il leur manquait un joueur. Moi, je venais juste de me blesser à un genou, donc je jouais plus au foot. Et il m'a dit, viens essayer, alors que j'étais jamais monté à cheval. Et en fait, je suis monté à cheval, j'ai fait les premiers entraînements de horseball, ça m'a passionné tout de suite, donc je me suis perfectionné en équitation. Et ensuite, j'ai joué au horseball jusqu'au niveau élite. Moi, ce qui me passionne, c'est l'ambiance, c'est la confrontation directe, c'est le côté physique du horse qui est quand même assez intense. Vous changez de main tout ensemble et vous passerez au ballon tout ensemble. On fera le débrief pendant que vous mettez au ballon. Du coup, les filles, par rapport au match là d'il y a 15 jours, Les chevaux, ils étaient bien. les chevaux, ils étaient pas bien. Ils étaient super, les chevaux. Et même nous, on était bien dans l'équipe, on était tous à notre place. Voilà, vous étiez hyper solidaires, ça Ouais. c'est hyper important. Allez, c'est parti, au pas. On met du rythme tout de suite, on met pas 3 plombs Pas mal du tout dans le tournant là. Allez, du rythme. Allez, 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 allez. Ça, c'est très bien. Oui! Le horseball trouve ses origines dans le bouskatchi afghan. Ce sport équestre uniquement masculin était joué dans les steppes orientales avec une dépouille de chèvre. C'est pas grave, ça rentre. Oui, joli! En France, il est principalement joué par des équipes féminines et mêle les règles du rugby et celles du basket. C'est une équipe de très très jeunes, en fait, elles sont toutes quasiment cadettes. Donc elles auraient encore l'âge de jouer encore 2 ans à poney, mais nous on a pris la décision qu'à partir de 15 ans on les mettait à cheval. C'est des filles qui sont hyper sérieuses, qui sont assidues dans le travail, elles viennent bosser leurs chevaux régulièrement. J'en ai très peu d'absentes sur les entraînements, il faut vraiment qu'elles soient malades pour pas venir aux entraînements. Donc non, il y a un très fort potentiel. Qui sait, peut-être retrouverons-nous ces jeunes femmes aux Jeux Olympiques de 2020. Ce qui ferait, j'en suis sûre, la grande fierté de Saumur. De l'équitation aux bottes, il n'y a qu'un pas. Et on va le faire sur mesure, évidemment. Bonjour. Bonjour. Ça va, Joël? Comment vas-tu? Est-ce que je peux rêver comme ça, 5 minutes, imaginer que tu fasses rien que pour moi, mes petits pieds, des bottes sur mesure, tout ça? Truc de rêve, quoi. C'est exactement ce que l'on fait. Énormément de gens viennent avec ce mot-là à la bouche. Ah. Est-ce que je peux Rêver 5 minutes. 5 minutes? Et toi, C'est tu ça. dis oui? Ah bah oui, bien sûr. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est ça? Allez-y, montez là-haut. On avance un tout petit peu pour mettre bien d'équerre. C'est parfait. La prise de mesure, c'est la phase la plus importante? C'est la base de mon travail, c'est-à-dire qu'une bonne prise de mesure va faire que je serai très précis dans mon travail, quoi. Est-ce que tu peux te mettre debout? Ah oui, une ça, je fois peux. Voilà, merci. Qu'est-ce que tu vois, le fait que je me lève, hein? Là, le pied, il a pris un demi-centimètre et ça me permet de voir comment le pied réagit avec le corps sur sa pression. Mhm. Comment Mon- tu es venu à la botte sur mesure? Alors moi, au départ, c'est mon père qui est cordonnier Hmm. et moi qui est le fils de cordonnier, quoi. Et je me retrouve à Paris parce que je pars tout de suite chez les compagnons du devoir. Ah oui, tu mets tout de suite la barre un peu haute, quoi. Ouais, non, pas du tout. C'est que je savais pas du tout où j'allais.
Alors débarquer à 15 ans à Paris avec 2 valises gare Montparnasse, je peux vous dire, quand on n'a jamais pris le train, c'est assez impressionnant. Hein. Sauf qu'à Paris, on découvre une autre chose dans la chaussure qui n'est pas la réparation, mais le sur-mesure. Et là, on se dit, tiens, il y a autre chose dans ce métier qui peut être intéressant. Tiens, La ce période. mollet-là mange plus que l'autre. Ah bon? Ah ouais, il y a toujours un mollet qui mange plus que l'autre. Ou qui profite en tout cas. Hein. Qui profite un petit peu plus. Thomas, ça fait quoi? 5 ans qu'il est avec toi? Ouais, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, ouais. Et là, il est en train de nous réaliser une couture trépointe. Ça, c'est Ça, le diamant du métier. Hein. C'est la couture emblématique de notre métier. Le geste que fait Thomas aujourd'hui, c'est toi qui lui as appris? Oui, tout à fait. Là, Thomas, quand il est arrivé là, il y a 5 ans, il avait 17 ans et il ne connaissait absolument pas le métier, rien. Il est parti à zéro, quoi. Ça fait combien de temps que tu es dans l'atelier, toi, Thomas? Moi, ça fait 5 ans que je suis à l'atelier, que je travaille avec Joël. J'ai commencé ici en faisant mon apprentissage. Puis après, bah, voilà. J'ai décidé de continuer avec Joël. Au départ, c'était pas forcément une envie, une vocation. Non, du tout, du tout. Je suis tombé là un peu par hasard. J'ai quitté le système scolaire et j'ai fait un stage chez Joël. Ça m'a plu. Et du coup, on s'est serré la main et on a continué à travailler ensemble. C'est un métier qui est vraiment enfin, c'est pas facile à apprendre et Joël le dit, mais quand on sait le maîtriser, après, c'est du bonheur. Quand je suis arrivé à la botte, j'ai eu moi une transmission de la botte qui ne s'est pas passée aussi simple qu'on peut le penser. Heureusement que j'étais compagnon, que j'avais fait mon Tour de France avant. Et ce vécu que j'ai eu qui n'était pas facile, je ne veux pas que ça se repasse à mon niveau. Tu as envie de bien faire les choses. J'ai envie de bien faire les choses. Elles vont être bien faites de toute façon. On est parti pour. Tu mets du cœur en tout cas. Et Thomas aussi. Hein. Ah bah oui, mais là il se passe quelque chose entre ces deux personnes là. Who to trust if not you in this world? There's no soul around. All my love is not enough. Don't need more. Je vous emmène dans la plus vieille distillerie artisanale du Val-de-Loire. Une entreprise du patrimoine vivant qui regorge de secrets alambiqués à découvrir. Ces zestes-là arrivent évidemment un peu déshydratés, puis le principe c'est de les replonger dans l'eau pour leur donner un coup de moelleux. C'est cela, on les réhydrate en fait, pour qu'elles puissent être beaucoup plus souples, comme voilà, on en voit une ici qui est beaucoup plus souple. Et en fait, on va ensuite pouvoir enlever la partie blanche, donc on va les zester une à une. C'est de cette matière qu'est née toute l'histoire de cette maison, la maison Combier. Hein. Évidemment, en 1834, c'est la Loire qui nous a fait venir ici, puisque la Loire est le fleuve est le seul moyen de communication dans les terres. Et en effet, au port de Nantes arrivent les oranges. À l'époque, ce sont des oranges entières qu'on va devoir éplucher. Elles arrivent d'Haïti, ces oranges, mais elles sont toujours la base de ce qui fait cette maison, la maison créatrice du triple sec. Hein. C'est-à-dire qu'elle a commencé en tant que confiseur en 1834, faisait sa liqueur d'orange, ce qui s'est appelé ensuite le triple sec, dans son arrière-boutique pour mettre dans ses bonbons ou dans ses chocolats. Et puis quelques années plus tard, elle s'est aperçue que ces chocolats avaient une véritable notoriété, non seulement pour le chocolat, mais également pour l'intérieur, c'est-à-dire la liqueur. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de vraiment s'installer en tant que distillateur liquoriste. Les ateliers Eiffel participent à cette légende, avec ces structures qui accueillent depuis plus d'un siècle les fameux alambics du distillateur. Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que le triple sec hein? Ah, nous on sait. Et moi par exemple Peut-être un peu moins. Alors c'est quoi? Donc nous, ça concerne, c'est une distillation d'orange amère avec un petit zeste d'orange douce également. Et donc c'est le principe d'une distillation, c'est on porte à ébullition l'alcool. L'alcool va entraîner également des huiles essentielles d'orange. Le tout va être ensuite refroidi dans des condenseurs et on va récupérer donc un distillat ou autrement dit esprit, un esprit d'orange amère. Et donc on va récolter derrière. Donc ils vont passer combien de temps dans les alambics? Racontez-moi un peu alors. Donc là c'est une journée de distillation. Il y a une journée de zestage. Ensuite donc les zestes vont être mis à macérer pendant plusieurs jours. On incorpore ensuite donc, la totalité dans les alambics. Et on a une journée de distillation pour obtenir un premier esprit. Ensuite qui va être distillé plusieurs fois. Nous ce qu'on récupère pour fabriquer le triple sec, ça va être l'esprit d'orange amère, celui-ci, qui va être ensuite stocké dans le chai derrière. Ça sent fort. Hein.
C'est à peu près à 75 degrés d'alcool, mais ça sent très bon. Ça sent bon, ouais, ça sent bon, ça sent fort. Donc après, c'est un travail, comment dire, c'est une présence permanente du distillateur pour voilà, changer le tuyau tout simplement au bon moment, l'écouter régulièrement, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une très ancienne distillerie, on n'a pas d'indicateur de température. Donc comment dire, la puissance de chauffe se fait vraiment au contact de la main avec l'alambic. D'accord, Donc c'est on très sait, empirique alors. Voilà, et on sait après avec le débit, si on est bien, c'est une habitude. Une habitude, c'est un travail de tous les jours. Tous les dosages ont leur importance. Oui, ça permet d'avoir une similitude à travers les alambics et puis même au travers des siècles, des années. Du coup, récupérer ce savoir-faire, c'est quelque chose qui doit être relativement majeur quand même dans votre parcours. Oui, c'est tout. Bon, voilà, j'ai 28 ans aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui est agréable d'avoir une confiance comme ça dans des secrets de fabrication. Donc ouais, c'est quelque chose. Ça passe par quoi? Des petits carnets dans lesquels vous Il y a notez? beaucoup d'écriture, oui, encore. On est très peu informatisé ici, ça va venir, mais pour le moment, oui, c'est beaucoup de petits calepins qui traînent à gauche à droite avec tous ces secrets. C'est plus de 500 000 bouteilles qui sont produites chaque année par la petite équipe de 20 personnes. Une production diversifiée jusqu'au sirop qui, pour certains d'ailleurs, profite des productions locales. Alors là, on a un cocktail qu'on va déguster, je pense, maintenant. C'est un cocktail à base de triple sec, bien évidemment, et de gin. En reprenant la maison. Mais oui, en reprenant la maison. Mais c'est un cocktail. Voilà. En reprenant la maison, vous avez repris aussi le carnet de recettes de Combier? Évidemment, évidemment. Ça faisait partie du... C'est très important, ça fait partie du deal. Sérieux? Eh oui. Je suis le seul à connaître les recettes maintenant. Bon, mais alors, il faut que je vous en fasse boire combien pour que vous me la donniez, la recette? Commençons par un verre déjà, et après on verra. C'est ça. Bon, à boire Allez, avec modération, Santé. mais avec plaisir. À bientôt. Chin, à la vôtre.